Aujourd'hui, nous sommes le 4 avril 2024. Ça vous dit quelque chose? Le 4 avril 2024? Est-ce que ça vous dit quelque chose, plus exactement, le 4 avril 1994? Le 4 avril 1994, ceux qui ont 10, 20, 30 ans ont peut-être lu des articles, des livres sur ce qui s'est passé à partir du 4 avril 1994. Ceux qui ont 40, 50, 60 ans et plus ont peut-être des souvenirs. Le 4 avril 1994, l'animateur vedette de la radio des Mille Collines, au Rwanda, déclarait à l'antenne. De son ton enjoué, il était très enjoué, il était réputé pour ses calembours et ses histoires drôles. Il déclarait « Demain, il y aura une petite surprise ». Et puis il reprenait « Demain, il y aura une petite surprise ». La petite surprise se matérialisait le lendemain par 2 missiles qui abattaient l'avion du président de la République rwandaise. C'était le premier jour du dernier génocide du XXe siècle, un siècle qui n'en fut pas avare. Commençaient alors des massacres dans tout le pays. Tous les gens qui sont penchés sur ce sujet vous diront des mots, des chiffres, des dates. Des mots, des chiffres, des dates, des Hutus, des Tutsis, 800 000 à 1 200 000 morts, tués à la machette en 100 jours. Des mots, des chiffres, des dates. Il y a 30 ans, j'étais au Rwanda. J'étais envoyé par une organisation humanitaire française et j'ai traversé le pays. Nous savions que des massacres avaient eu lieu et on m'avait dit la cause principale de ces massacres, c'est la surpopulation. Il y a plus de 400 habitants au kilomètre carré. Des kilomètres carrés, j'en ai traversé des centaines. Mais nous n'avons jamais vu un habitant. Nous traversions des routes vides, des forêts vides, des villages vides. Et puis, parfois, des enfants, armés d'une kalachnikov, nous arrêtaient et contre quelques bonbons, pour une raison que j'ignore encore aujourd'hui, nous laissèrent partir. Je fus affecté à un camp de réfugiés où, pendant 1 mois, je distribuais de la nourriture et je rentrais en France. Et en France, j'essayais de comprendre. Alors je me suis mis à lire des articles, des livres, à regarder des films, mais je crois que toujours les 3 mêmes mots revenaient, des mots, des chiffres, des dates. Et plus je tentais de comprendre, plus je comprenais que je ne comprenais pas. Ça m'a paru particulièrement évident quand, 10 ans après mon retour, je me suis rendu compte que je n'avais pas aidé les victimes, que dans ce camp, à cette date, je n'avais nourri que des bourreaux, des hommes, leurs femmes et leurs enfants. Et à ce moment-là, j'ai compris que je ne comprenais rien, qu'on ne comprenait rien quand on s'intéressait aux mots, aux chiffres, aux dates. Alors, j'ai continué à lire et puis à un moment, j'ai arrêté de lire. Et il y a quelques années, j'ai écrit mon 5e roman. Ce 5e roman s'est déversé à travers moi, c'est celui d'une jeune fille Tutsi. Une jeune fille Tutsi qui survit au génocide. Et là, j'ai eu l'impression de m'approcher de quelque chose de si énorme que notre tête, notre cœur est incapable d'approcher. J'ai eu l'impression que tout d'un coup, en vivant par la fiction ces événements, je parvenais à m'en approcher, je parvenais à en comprendre une partie, même infime. Et quelle ne fut pas ma surprise de recevoir des dizaines, puis des centaines de lettres de lecteurs qui me disaient « Le Rwanda, pour moi, c'était des mots, des chiffres, des dates. » Mais en lisant votre livre, j'ai été dans la cour de récréation entre les cours et j'ai eu peur.
J'ai eu peur parce que j'étais une petite Tutsi. J'ai eu peur que les garçons Hutus viennent me faire un sort pendant la récréation. Et puis, en revenant chez moi, j'ai eu peur. J'ai eu peur de tomber sur un groupe de Hutus. Et puis le soir, quand je parlais avec mon père et ma mère, j'avais peur. J'avais peur que les voisins Hutus se disent qu'ils pourraient peut-être s'intéresser aux voisins Tutsis qui habitent juste à côté. Et puis un matin, j'ai eu très peur parce que mon père nous a dit « Allons à l'église. Dieu seul peut nous protéger. » En matière de Dieu, ce n'est pas tout à fait lui qui a ouvert la porte de l'église. C'est le curé. Mais ce jour-là, plutôt qu'un calice à la main, il tenait une machette. Il était accompagné du colonel de gendarmerie et de tous les voisins. Et j'ai vu ces gens que je connaissais, qui, le jour d'avant, coupaient des branches, des arbres, des régimes de bananes. Ce jour-là, se sont mis à couper des têtes, des bras, des jambes, devant moi. J'ai été sidéré. Et j'ai eu tellement peur, et j'étais tellement sidéré, que je ne sais pas ce qui s'est passé ensuite. J'ai reçu un coup, j'ai survécu, et moi, la stupide jeune fille de Massongo, qui voulait devenir Miss, qui tous les soirs se limait les ongles, eh bien, une petite voix m'a dit d'aller m'enterrer dans la forêt. Alors, je suis devenu un rat que personne ne voyait, qui la nuit allait chercher un peu de sorgho dans sa maison. Un rat qui allait chercher des bananes et puis un peu d'eau. Un rat que personne ne voyait, mais qui voyait. Un jour, ce rat a vu les voisins, ou plutôt les voisines, les filles des voisins que je connaissais très bien et qui portaient des robes. Je les connaissais très bien, ces robes. C'étaient les miennes. Voilà ce que me disaient les lecteurs. Et ils me disaient à chaque fois, on a compris, on s'est approché de cette chose énorme. Je me suis posé exactement la même question pour la Shoah. Je me suis dit, mais au fond, je n'y arrive pas. J'ai lu des livres sur la question, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Et puis un jour, j'ai lu ce roman extraordinaire de Jonathan Little, un récit à la première personne d'un officier nazi. Et malgré moi, parce que c'est un auteur génial, j'ai été un officier nazi. J'ai imaginé les moyens de grimper dans la hiérarchie nazie. J'ai rêvé et j'ai réussi d'être décoré par Adolf Hitler en personne. Quand j'ai lu ce roman, je me suis dit, mais au fond, il n'y a que la fiction qui peut nous faire approcher ce qu'il y a de plus énorme, de plus extraordinaire, de plus incompréhensible dans nos vies. Et si je réfléchis à ce qui est énorme, ce qui est incompréhensible dans nos vies, je pense tout de suite à l'amour. Je me dis, au fond, c'est la seule chose incompréhensible et c'est surtout la seule chose qui, je crois, nous différencie des animaux et qui, en tout cas pour moi, constitue le seul sens qu'on peut donner à sa vie. Je me suis dit, mais au fond, un soir, je suis chez moi, je vois un rayon vert, un vaisseau se pose dans mon jardin, et là, des êtres en sortent et me disent, écoutez, de chez nous, là-bas, on vous regarde, on comprend vos trucs, on comprend vos guerres, on comprend vos famines, on comprend vos fêtes, on comprend même votre technologie, regardez, on se débrouille. En revanche, il y a une chose qu'on ne comprend pas du tout, c'est l'amour. Vous avez un homme et une femme, deux hommes, deux femmes qui ne se connaissent pas et qui, la seconde d'après, deviennent stupides, se regardent, passent même leur vie ensemble. Pourquoi? Expliquez-nous. Je pense que je remonterai chez moi et que j'irai prendre dans ma bibliothèque un des 9 exemplaires d'Anna Karénine. Je pense que je leur dirai, lisez. Lisez, parce que je ne peux évidemment pas vous expliquer. Lisez et soyez Anna. Soyez une femme, une trentaine d'années, avec un mari, conseiller d'État à Saint-Pétersbourg, un fils de 7 ans, superbe, une belle vie, bien rangée, qui va voir son frère à Moscou. Son frère l'amène au bal. Et là, dans la salle de bal, elle croise le regard de Vronsky, un officier, fiancé à une autre.
peut-être que ces gens-là qui liraient dans mon jardin devant leur vaisseau tomberaient amoureux d'Anna ou tomberaient amoureux de Vronsky. Peut-être qu'alors, il y aurait en eux cette opération incroyable et que j'ai essayé de comprendre, de l'identification. Alors je me suis un peu penché sur la question, et je ne suis pas scientifique, donc je suis allé sur Internet et j'ai regardé, vous devriez aller voir vous aussi, c'est un feu d'artifice, ce qui se passe quand on lit un roman. Eh bien, quand on lit un roman, on a quasiment toutes les aires cérébrales du cerveau qui rentrent en ébullition. Vous avez l'aire cognitive, cette aire qui permet de reconnaître les mots et d'y associer des images. Vous avez l'aire gustative, vous avez tous lu des romans où, en sortant, vous vous dites « Ah, ce roman m'a donné faim ». Vous avez d'autres aires encore qui reproduisent les odeurs. Vous arrivez à recréer une odeur simplement en lisant des mots. Et ces aires communiquent ensemble. Elles communiquent jusqu'à la partie, pour moi, la plus extraordinaire du cerveau, qui est le cerveau émotionnel. Elles arrivent à créer des émotions, alors que vous êtes devant un texte, devant des pages écrites. Et j'ai essayé de comprendre ça, et je suis tombé sur une étude de l'Université d'Atlanta qui montre une chose fabuleuse, c'est que le cerveau, avant la lecture, n'est pas le même qu'après la lecture. Il a été irrémédiablement modifié. Vous avez ce qu'on appelle la connectivité, c'est-à-dire les connexions entre toutes ces zones, entre toutes ces aires cérébrales qui changent. Et ce sera le cas pendant toute votre vie. Et c'est vrai à l'inverse, quand on utilise trop d'écran, on tue certaines zones de notre cerveau simplement par inactivité, parce que lire un écran, un message, sollicite beaucoup moins notre imagination, sollicite un bien moins grand nombre d'aires que de lire un roman. Alors, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais au fond, c'est intéressant parce que je comprends maintenant pourquoi chacun se raconte son histoire. Chacun se raconte son histoire parce qu'on a tous des cerveaux différents, on associe tous des images différentes. J'étais l'autre jour dans un musée d'art moderne à Gien, je vois un grand tableau abstrait, c'était des vermicelles oranges sur des ronds jaunes. Bon, je le regarde, et à ma droite, un type se met à pleurer. Moi, je me dis, on lui a annoncé une mauvaise nouvelle, je lui dis, ça va? Et il me dit, oui, à chaque fois ça me fait la même chose, ce tableau m'émeut tellement, je pleure. Bon. Et là, j'ai compris, il n'a pas le même cerveau que moi, il n'associe pas les mêmes images. J'ai publié mon premier roman qui était l'histoire d'amour entre un Français et une jeune Cambodgienne. Un jour, un producteur de cinéma m'appelle et me dit « Ah, je vais acheter les droits de votre livre ». Évidemment, j'étais très content. Et il me dit « On va en faire le plus grand film homosexuel qui soit ». Je dis « Ah bon, très bien ». Il avait vu dans l'amitié entre l'expatrié français et un autre expatrié français une immense histoire d'amour, alors que moi qui l'avais écrit, j'y avais vu l'histoire d'amour entre un garçon et une fille. Et quand je pense à tout ça, ça me donne un certain espoir. Je me dis, le monde serait peut-être meilleur si Poutine avait lu L'amant de Lady Chatterley. Je me dis, le monde serait peut-être meilleur si Erdogan avait lu les récits érotiques de Guillaume Apollinaire. Je me dis que le monde serait peut-être un peu meilleur si Donald Trump avait lu Anna Karénine parce que ça lui donnerait une image de la femme qui serait quand même plus haute que celle qu'il se fait, et peut-être une image des hommes qui serait du coup meilleure que celle qu'il se fait de ses congénères. Et je me dis, pourquoi ne pas changer le programme scolaire? On nous a appris, par exemple, Première Guerre mondiale, 5 millions de morts. Pourquoi ne pas remplacer ces mots, ces chiffres, ces dates, par un roman? Un roman qui nous dirait, dans les tranchées, des mois, les pieds qui pourrissent, on attend deux choses, soit un obus d'en haut, soit monter à l'assaut et se faire déchiqueter par une mitrailleuse. Je pense que si on avait vécu ces événements, nous serions peut-être moins enclins à la guerre. Nos dirigeants seraient peut-être moins enclins à la guerre. Je me dis, quand je vois que les élections européennes s'approchent,
que tous les partis d'extrême droite fleurissent, se développent, je me dis, mais au fond, si dans les programmes scolaires, on faisait lire à tous les élèves, à 7 ou 8 ans, le récit d'une jeune fille érythréenne, engagée de force dans l'armée, dans la guerre Érythrée-Éthiopie, violée, emprisonnée, qui essaye de s'échapper, qui se noie, qui est récupérée, emprisonnée en Libye, réintégrée dans l'armée érythréenne, qui s'échappe au Soudan, qui miraculeusement arrive en France, et qui encore plus miraculeusement arrive en Angleterre, et qui encore plus miraculeusement obtient un travail et un passeport anglais, trouve un mari, a des enfants. Peut-être qu'alors, en ayant vécu tous ces événements, peut-être que tous ces partis auraient moins de succès. Et je ne peux pas m'empêcher d'espérer qu'un proverbe russe trouve à s'appliquer, un proverbe dont je regrette qu'il ne s'applique pas à ses dirigeants, un proverbe que j'ai découvert il y a quelques jours en préparant cette conférence, un proverbe qui dit « C'est une bonne personne, elle a lu de bons romans quand elle était enfant ».